À partir de maintenant à partir de maintenant, la conférence est enregistrée. OK? Donc, si jamais, vous souhaitez voir le replay ou vous souhaitez montrer cette conférence à quelqu'un, sachez que, bah, demain, je vous enverrai, du coup, le replay de la conférence et vous aurez accès au replay. Vous aurez aussi accès à toutes les slides, à toute la présentation. Donc du coup, pas besoin de prendre des photos des slides. Je vous les enverrai demain en même temps que le replay et donc vous aurez accès à tout, il y a aucun souci là-dessus. Donc je vous propose qu'on débute. Je vous ai dit, il y a une partie, questions. Du coup, si vous souhaitez poser vos questions, je vous invite à pas m'interrompre pendant la présentation, mais à poser vos questions dans le chat. Et à la fin de ma présentation, je reprendrai le chat dans l'ordre, toutes les questions et je répondrai à chacune de vos questions. OK? N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions qui dépassent la présentation. Profitez-en, je suis là, je vais pouvoir, répondre vraiment à toutes vos questions, même sur, les points que je n'aurais pas abordés ici. Du coup, voilà, ça c'est le petit sommaire, hein, de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Du coup, on va commencer d'abord avec une présentation des concours Access et Sésame. Au concours Access, vous avez 3 écoles. Alors juste, je me rends compte, la slide n'est pas à jour. Les écrits du concours Access 11 avril et 15 avril, c'était l'année dernière. OK? J'ai pas remplacé l'information. Les écrits des concours, c'est mi-avril tous les ans. En général, ça va être entre le 5 avril et le 15 avril. Voilà, l'année dernière, c'était 15 avril pour Sésame et donc voilà, l'année dernière, c'était 11 et 15 avril, l'année d'avant, c'était 8 et 9 avril. OK? Donc mi-avril, ouais, je m'attends que ça à ce que ça soit entre à partir du 8-9 avril, cette année. OK? Ils vont dévoiler les dates, dans quelques semaines. Du coup, 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES au concours Access et 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents, le raisonnement logique et mathématique. Les épreuves, elles n'ont pas changé depuis, très longtemps, au concours Access, dans comment dire? Dans l'intitulé. Par contre, dans le contenu, dans le format, dans les programmes, ça a beaucoup évolué, au cours des dernières années, quand même. Et donc les 3 programmes les 3 écoles que vous pouvez intégrer, hein, après avec le concours, Access, c'est, des écoles, en 5 ans. Donc c'est les programmes grande école que vous allez intégrer et donc du coup, hem ça veut dire qu'un étudiant qui fait une prépa et qui rentre à l'IESEG ou à l'ESCA, par exemple, il rentrerait exactement dans la même formation que vos enfants qui ont fait le concours Access, sauf qu'il rentrerait en troisième année. Et donc, du coup, vous, quand vous faites le concours Access, vous rentrez en première année. Et donc, un étudiant qui fait 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa, il rentre directement en troisième année. Donc, vous arrivez, vous perdez pas de temps, c'est juste que mais vous allez à la fin faire les mêmes cours et avoir le même diplôme, bien évidemment. Donc, vous perdez pas de temps, mais vous n'en gagnez pas, par rapport à un étudiant qui fait 2 ans de prépa. Hem La meilleure école du concours Access, tout le monde, est d'accord pour dire que c'est l'IESEG. En réalité, l'IESEG, c'est même considéré comme étant le meilleur, pardon, programme en 5 ans qu'on puisse faire qu'on puisse faire en post-bac. Hem, Ça se classerait à peu près si on devait comparer, à toutes les écoles de commerce, dont les écoles que vous pouvez avoir, en faisant une prépa, ça serait l'équivalent de peut-être la 7e meilleure école de France. Donc du coup, en fait, si vous faites des classes préparatoires, pendant 2 ans, il faut viser le top 5. Si vous n'avez pas le top 5, mais que vous avez l'IESEG en passant par le concours Access, du coup, bah, vous auriez mieux fait de choisir l'IESEG directement et de vous passer de la prépa. En fait, les 5 meilleures écoles de France, c'est HEC, l'ESSEC, l'ESCP, l'EM Lyon et l'EDEC, en programme grande école. OK? Donc ces 5 écoles-là, c'est uniquement via prépa, pas via le concours, Access ou pas via le concours Sésame. Vous allez voir, on parle de l'ESSEC à Sésame et de l'EM Lyon aussi, mais c'est pour un programme différent. Et donc voilà, le programme grande école de l'IESEG, ça se compare à ce qui se fait, à Neoma ou alors à Audencia en programme grande école. Voilà. L'ESCA, ça va se classer un peu plus loin, mais il y a encore des étudiants tous les ans, il y a à peu près, 15 des étudiants à peu près, qui préfèrent aller à l'ESCA plutôt qu'à l'IESEG quand ils ont les 2. OK? Ça peut être pour plein de raisons, diverses et variées. Souvent, c'est parce que c'est des étudiants qui habitent dans la région, lyonnaise. Ils se disent: «Bah, je vais aller à» ou qui habitent vers Angers, pardon, qui vont aller à l'ESCA. Heu, ou alors des étudiants qui ont un campus de l'ESCA qui est à côté de chez eux. L'IESEG a 2 campus, un campus à Paris, un campus à Lille. L'ESCA va avoir, 6 ou 7 campus, en France, OK? Et les SDS, ils ont juste un campus à Lyon. Les SDS, ça va se classer quand même derrière l'IESEG et l'ESCA, c'est une moins bonne école, disons. Et ce qui est intéressant en particulier avec le concours Access, c'est qu'il y a beaucoup de places à l'IESEG, il y a beaucoup de places à l'ESCA. En fait, il y a, 1 150 places à l'IESEG et 1 100 places à l'ESCA à peu près.
et c'est beaucoup pour des écoles. Donc à titre de comparaison, par exemple, pour le BBA de l'ESSEC, on va être plutôt dans les 300 places. OK? Donc du coup, quand vous passez le concours Access, l'année dernière, il y avait 7 700 personnes qui ont passé le concours Access. Quand vous passez le concours Access, bah, si vous êtes dans les 1 500 premiers à peu près, vous pouvez aller à l'IESEG. OK? Donc c'est faisable, il faut être dans les 20 les meilleurs à peu près. Faut être dans les 40 les meilleurs pour aller à l'ESCA à peu près. Voilà, 40-45 les meilleurs. Donc c'est atteignable en se préparant bien et c'est des écoles vraiment très sérieuses. Pour le concours Sésame, il y a 16 écoles et 19 programmes et donc il y a plein de gens qui se disent: «Non mais je préfère Sésame, c'est mieux qu'Access». Oui, mais en fait, chose très importante, toutes les écoles ne se valent pas. Alors, j'aime pas dire du mal des écoles, mais honnêtement, il y a des écoles qui sont pas du tout sélectives dans le concours Sésame. On va ne pas dire de mal, d'elles. Elles sont faciles à c'est facile à rentrer dans ces écoles-là. Vous vous préparez pas, vous y allez, vous remplissez, comme vous pouvez, vos tests et vous serez pris dans ces écoles-là. Et donc en fait, les écoles qui sont vraiment intéressantes au concours Sésame, en fait, il y en a 5, 6, allez peut-être 7. OK? Peut-être 7 écoles intéressantes, 8, 9 qui sont vraiment moins intéressantes. Donc faire attention à ça, toutes les écoles ne sont pas intéressantes et dans les écoles du concours Sésame, en général, vous avez entre 3 et 400 places, par école. OK? Les meilleures écoles La meilleure école du concours Sésame, c'est le BBA de l'ESSEC. Donc les BBA, c'est des programmes en 4 ans, OK? Donc le BBA de l'ESSEC en 4 ans, c'est le meilleur programme. C'est d'un niveau comparable à l'IESSEC, pour vous dire. Donc l'IESSEC, c'est en 5 ans, l'ESSEC en 4 ans. C'est d'un niveau vraiment comparable. Je dirais que c'est même un petit peu plus sélectif le BBA de l'ESSEC parce qu'il y a vraiment moins de place et mais quand vous faites un BBA, en fait, que ça soit celui de l'ESSEC, celui de l'EM Lyon ou celui de Neoma, OK? Il faut, selon moi, compléter en faisant un master à la fin. En gros, je m'explique. Quand vous faites un BBA, à la fin, vous avez un diplôme qui correspond à une licence, donc comme un diplôme de bac+3. Mais vous avez aussi les crédits correspondant à un master 1. Mais le master 1, c'est pas un diplôme en France. Donc pour avoir votre diplôme de master, il faut faire une 5e année et cette 5e année, vous pouvez la faire soit à la fac via un master 2, soit en faisant, par exemple, un master spécialisé dans une grande école. OK? Sachez que si vous faites un bon BBA et que vous êtes bon dans votre BBA, vous allez avoir la possibilité de faire vraiment d'excellents masters et en fait d'avoir, des diplômes, d'un très, très bon niveau. OK? Quand vous sortez d'un bon BBA avec des bonnes notes. Donc c'est hyper intéressant, mais il faut bien avoir en tête qu'il faut faire cette 5e année. Vous pouvez faire aussi du coup le BBA de l'EM Lyon qui est selon moi le 2e meilleur BBA de France avec le BBA de l'EDEC qui est hors concours, on en reparlera un petit peu plus tard. Vous avez le BBA de Neoma et de Schema qui peuvent être intéressants et vous avez par exemple le programme aussi grande école de l'EM Normandie qui est bien ou peut-être intéressant aussi, peut-être un peu moins intéressant mais quand même assez intéressant. Vous avez aussi le programme grande école de l'EMLV. Vous avez aussi des programmes en 5 ans à Neoma qui ne s'appellent pas programme grande école. Donc du coup, pour faire la comparaison entre un BBA et un programme grande école. Un BBA, c'est en 4 ans et donc du coup, vu que c'est en 4 ans, vous allez plus rapidement faire des matières qui vont être plus liées à la gestion, OK? Donc vous allez, vite avoir des cours de finance, de comptabilité, de marketing et cetera. Si vous faites un programme en 5 ans, un programme grande école, vous allez avoir plus de temps pour faire un peu de théorie et donc du coup pour faire, des cours un peu plus fondamentaux comme, des mathématiques un peu plus avancées, des statistiques, de la sociologie. Voilà, ce genre de cours-là que vous aurez en première année, en plus de quelques cours de gestion bien évidemment, enfin de matières liées à la gestion. Quand vous faites un programme en 5 ans, à la fin, vous avez votre diplôme de type M2 et vous vous arrêtez là. Quand vous avez un programme en 4 ans, ce que je vous invite à faire, on est en France, c'est à faire une 5e année. Heu, Ce qui n'est pas encore une fois un problème, mais voilà, ce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous avez donc un grade de licence après un BBA, donc vous faites la 5e année pour avoir le grade de master. Avec le programme grande école, vous l'avez directement ou avec un programme en 5 ans en général. Hem, quoi d'autre? Avant de rentrer un peu plus dans le détail. Oui, donc quand vous êtes en BBA, vous partez souvent un peu plus vite en échange aussi et vous allez un peu plus rapidement en stage. Voilà, donc ça à prendre en compte. Donc pour la plupart des étudiants, pour 90 des étudiants, ce que je vous recommande de faire, si vous êtes chaud entre BBA et programme grande école, c'est de prendre juste le meilleur programme des 2. OK? Si jamais, vous avez une préférence qui est forte pour un programme grande école ou pour un BBA, bah, dans ce cas-là, vous savez, vers où vous tourner. Pour vous donner une 2e information, on reviendra dessus après pour le concours Access. Pour passer le concours Access et notamment pour l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, c'est quand même bien de faire maths complémentaires ou spé maths, en terminale. Maths complémentaires, ça suffit. Pour Sésame, c'est pas grave si vous avez arrêté les mathématiques. OK? Parce que le programme de maths pour Sésame, il est très différent, de ce qui se fait au lycée, en réalité.
Donc voilà, on va revenir plus en détail sur le programme des matières, sur le programme pour chacune des matières. Deuxième chose aussi, c'est que si vous avez arrêté les mathématiques, c'est pas impossible pour vous de faire le concours Access. C'est juste, ça va être plus de travail. Alors nous, avec les préparations qu'on fait, en fait, on vous permet de rattraper ce retard-là, mais ça veut dire qu'on attend de vous aussi plus d'engagement que les autres, plus d'engagement que ceux qui continuent les mathématiques. Si vous êtes en STMG, le concours Sésame, c'est complètement possible. Le concours Access, ça va être très dur pour vous niveau mathématiques, mais si vous êtes bon en mathématiques et si vous êtes bon en STMG, on peut discuter du fait de préparer le concours Access. C'est juste que moi, je fais comment dire, je vais quand même avoir envie de discuter avec l'étudiant avant de lui valider son inscription. Ok? Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais pour un étudiant qui s'inscrit tôt dans l'année, c'est faisable en travaillant beaucoup. Voilà, même s'il a arrêté les maths. Autre chose, voilà, à peu près 70% des étudiants, 75% des étudiants qui font la spé maths et qui passent les concours, qui font maths complémentaires, pardon, ou spé maths, et qui passent les concours, en général, ils font Access et Sésame. Ok? Dans certains cas, il y en a ils font que Access ou ils font que Sésame, c'est parce qu'ils veulent une école en particulier, qui est soit par exemple l'IESEG ou l'ESCA, ou le BBA de l'ESSEC ou de l'EM Lyon. Souvent. Ok? Parfois l'EM Normandie aussi, qui est très apprécié des étudiants. Voilà, donc du coup, ça c'était une petite introduction. Maintenant, on va vraiment aller matière par matière. Euh, Avant d'aller matière par matière, j'ai encore des petits détails à rajouter. Au concours Access, vous avez une nouveauté depuis l'année dernière. Donc c'est pas sur la slide, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une information complémentaire. Vous avez ce qu'on appelle des grands admissibles. Les grands admissibles, c'est des étudiants qui sont exemptés des épreuves écrites et qui peuvent aller directement aux épreuves orales. Que ce soit pour le concours Access ou pour le concours Sésame, les épreuves écrites sont communes, les épreuves orales se font école par école. Donc typiquement, si vous passez le concours Access et le concours Sésame et que vous êtes admissible partout, on va vous proposer d'aller passer 19 entretiens, 3 pour les écoles d'Access, 16 pour les écoles de Sésame. Évidemment, vous n'allez pas passer des entretiens partout. Au moment de choisir où vous souhaitez passer des entretiens, vous allez sélectionner les 4-5 écoles qui vous intéressent le plus et vous allez passer uniquement 4-5 entretiens. OK? Voilà, une petite info. Et donc, du coup, si vous êtes grand admissible au concours Access, vous allez pouvoir directement passer les entretiens. Le seul problème avec les grands admissibles, c'est que ça ne vous exempte pas de préparer le concours. Pourquoi? Parce que vous allez savoir si vous êtes grand admissible à peu près 3 jours avant le concours. Donc en fait, vous allez poser vos dossiers sur Parcoursup et les concours pardon, vont analyser vos dossiers, ils vont les trier, ils vont dire OK, les meilleurs dossiers, on les fait passer grand admissible, on les exempte du concours. L'année dernière, on a préparé 80 étudiants environ au concours Access, on a eu 4 grands admissibles. On a eu 5 grands admissibles, je crois. 4 ou 5 grands admissibles. Je ne pas envie de dire de bêtises. Ça correspond à 5 à 7%, voilà, des étudiants. Euh, c'est assez dur pour moi de vous dire c'est quoi exactement le profil d'un grand admissible parce qu'on a eu des étudiants qui étaient dans le même lycée, un étudiant qui a une meilleure moyenne que l'autre, et celui avec la moins bonne moyenne a été grand admissible et pas l'autre. En général, les 5 grands admissibles qu'on a eu au sein de la prépa, ils avaient plus de 16 de moyenne au lycée. Voilà. Et on a eu certains étudiants à 17 de moyenne qui n'ont pas été grand admissibles. Mais voilà, quand vous êtes à 16,5-17, vous pouvez vous dire peut-être que je serai grand admissible. Voilà, c'est assez opaque et c'est assez difficile à définir pourquoi l'un a été et pas l'autre, sachant que parfois, voilà, on a un étudiant qui avait un meilleur bac français, un dossier qui avait l'air plutôt meilleur et qui n'a pas été pris alors que le deuxième l'a été. Donc voilà, ça c'est pour le concours Access. Pour le concours Sésame, et sinon, du coup, les notes de dossier ne sont plus prises en compte après pour le concours. Donc si vous avez 10 de moyenne au lycée, mais vous travaillez dur sur le concours et vous êtes vraiment bon, si vous avez 10 de moyenne, parce que vous n'avez jamais travaillé au lycée, mais là, vous commencez à vous y mettre à fond, et vous êtes bon pour le concours, bah, vous pourrez être pris dans les meilleures écoles. Pour le concours Sésame, c'est un peu différent. Pour le concours Sésame, vous allez avoir une note de dossier, elle va compter. Selon les écoles, le coefficient de la note de dossier va être différent. Les 2 écoles qui prennent le plus en compte la note de dossier, c'est l'ESSEC et l'EM Lyon. Et ça correspond à peu près à un tiers de la note. C'est 30% pour l'ESSEC et 33% pour l'EM Lyon. Comme l'ESSEC est l'école la plus sélective du concours Sésame, sachez que si vous avez moins de 14 de moyenne, c'est très très dur de rentrer au BBA de l'ESSEC. Ok? C'est pas impossible, mais ça veut dire que, en fait, même si vous êtes 13,5 moyenne, même en faisant un très bon concours, en étant parmi les meilleurs, vous n'êtes pas sûr et certain d'être admissible à l'ESSEC. Ok? Donc voilà, je préfère vous prévenir parce que la sélection est dure. Pour le M Lyon, ça va être moins bloquant. Si vous avez moins de 11 de moyenne, ça va être compliqué. Mais si vous avez une moyenne correcte, même à 13 de moyenne, en fait, si vous êtes performant au concours, vous allez pouvoir dépasser les autres. Ok? Mais pour l'ESSEC, on n'a pas cette marge-là. Voilà. Donc je préfère vous dire, voilà, vous avez 12,5 de moyenne, vous dites je vais aller à l'ESSEC. Je vous le dis d'avance, ça va être très très compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, on a des surprises tous les ans,
mais c'est très compliqué. Voilà. Hem, à partir de 14-15 de moyenne, à partir de 15 de moyenne, vraiment, on est dans le game et on peut vraiment y arriver en ayant en réussissant un bon concours. Sachez aussi que le lycée dont vous provenez, ça compte et donc du coup, si vous venez d'un lycée très, très dur, bah, peut-être que 14 de moyenne, ça peut le faire. OK? Hem, du coup, voilà, on peut passer à la suite, on fera un focus sur les épreuves après. Donc ça, c'est les classements juste des écoles, et des programmes. Juste, je vois, je parle trop. Je suis désolé. J'étais beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Au moins, je vous donne les informations. Hem, j'ai prévu une demi-heure après de prise de parole, ça risque d'être un peu plus long, mais bon, je vais essayer de pas trop déborder. De toute façon, je répondrai à toutes vos questions après. Donc ça, c'est les classements. Le classement numéro 1, c'est le classement du Figaro, des programmes grande école. Le classement numéro 2, c'est le classement des BBA. Hem, c'est un classement pas Access Sésame, c'est un classement, général. En fait, vous voyez que tous les meilleurs programmes grande école sont dans Access ou Sésame. Tous les meilleurs BBA sont dans Sésame, pardon, il n'y a pas de BBA dans Access, sauf l'EDEC qui est hors concours. OK? Donc sur Parcoursup, je vous inviterai à postuler à l'EDEC en plus de Sésame, parce que le BBA de l'EDEC, il est vraiment hyper intéressant. Après, il faut faire attention aussi au classement, OK? Par exemple, là, l'EM Lyon, ils l'ont mis en 4 dans les BBA, Schema en 3. Jamais de la vie, je pense que Schema, n'est au-dessus de l'EM Lyon, OK? Pour le classement, ils ont toujours plein de petits critères et cetera, mais en fait, ce qui compte, c'est aussi la réputation de l'école et c'est aussi la réputation du programme et le niveau des étudiants et dans les faits, en fait, il faut faire attention, prendre toujours les classements avec des pincettes, ça vous donne un bon aperçu de ce qu'est le niveau des écoles, mais c'est pas une vérité absolue. Par exemple, il y a 2 ans, l'EDEC était classé 7e au classement des BBA, ça a jamais été le 7e BBA de France. C'est le 2, 3e, 4e au pire, OK? Là, Neoma, il est hors du classement, il était dans le classement, il était 2e l'année dernière ou il y a 2 ans, OK? Donc il faut faire attention au classement. Donc pour moi, en fait, c'est ESSEC en 1, ça c'est sûr et EDEC EM Lyon en 2-3 à égalité et peut-être derrière Neoma et Schema. Voilà, pour les BBA. Pour les programmes grande école, on a l'IESEG en 1, ça, il y a aucun doute et selon les années, parfois on met l'ESCA en 2, parfois c'est l'EM Normandie. Moi, je trouve par exemple que l'EM Normandie est sur une meilleure lancée que l'ESCA en ce moment. Ils ouvrent notamment beaucoup de campus à l'étranger. Le niveau des étudiants qui sont recrutés est de plus en plus bon et vraiment intéressant maintenant. L'ESCA, c'est une école qui est plutôt en train de stagner, pas en train de redescendre, mais en train de stagner et je pense que j'aurais personnellement un peu plus envie d'aller à l'EM Normandie qu'aller à l'ESCA. Maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui préfèrent l'ESCA à l'EM Normandie. Je veux dire, ça, c'est deux écoles qui se valent vraiment. Mais dire l'ESCA est en 2, l'EM Normandie est en 3, on peut aussi dire l'EM Normandie en 2, l'ESCA en 3. Le MLV en 4, pour moi, c'est son classement, c'est ce que ça vaut. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Donc prenez avec des pincettes les classements, ça vous donne beaucoup d'informations, mais ce n'est pas du tout une vérité absolue. Ok? Surtout le classement de l'année, d'une année sur l'autre, ça peut pas mal varier en réalité. Voilà. On va commencer maintenant à rentrer, sur les épreuves. Alors juste, on va parler que des épreuves écrites, on va pas parler des épreuves orales. Les épreuves orales, ça vient après. Honnêtement, intéressez-vous aux épreuves orales à partir de fin mars. Sachez que si vous avez réussi les écrits, nous on fait des préparations aux oraux. Les étudiants qui font les préparations aux oraux, ils ont 100 de réussite aux oraux. OK? Ceux qui font pas les préparations aux oraux, ça dépend. C'est à peu près un étudiant sur 2 normalement qui est pris après l'oral. Nous, on fait 100 avec les préparations. Donc moi, je m'inquiète pas du tout des oraux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que vous allez réussir à être admissible dans l'école que vous voulez? Et une fois que vous serez admissible, on vous prépare aux oraux et ça va passer, a priori. OK? Il y a juste pour les decks où ils prennent quasiment tout le monde aux oraux et après ils font une sélection. Donc du coup, parfois, si vous avez un dossier qui est un peu moyen, il faut avoir une excellente note, il faut avoir 18, 19 ou 20 parfois pour être pris. Donc vous pouvez avoir avec 15 de moyenne à l'oral, avec un 15 à l'oral ou 16 à l'oral, vous pouvez avoir, raté les decks. C'est pas impossible quand votre dossier il est vraiment très juste. Pour les concours les écoles du concours Access, si vous avez 16 normalement à l'oral, ça se passe du concours Access ou Sésame, hein, c'est très bien. OK? D'ailleurs, dernier point sur les decks avant de rentrer sur les épreuves. Les decks, c'est pas sur concours, hein. Vous mettez un dossier et après, c'est des épreuves orales. Les épreuves orales, elles sont sur le même format que pour les écoles d'Access et Sésame. Donc si vous préparez Access ou Sésame, c'est 0 travail en plus de faire les decks. OK. On passe maintenant du coup aux épreuves écrites du concours Access et du concours Sésame. On commence par les langues. Au concours Access, vous avez l'anglais et au concours Sésame, vous avez anglais et une LV2. La LV2, vous avez le choix entre une dizaine de langues, l'espagnol, le portugais, le chinois, l'arabe, l'hébreu, euh, l'italien, etc. OK? Euh, au concours Access et au concours Sésame, vous avez quasiment le même programme en anglais. C'est-à-dire que vous allez avoir la conjugaison et la concordance des temps, les verbes irréguliers, les mots de liaison, comparatifs, superlatifs, les faux amis et mots transparents, accord des nombres, indicateur de temps.
Et au concours Access, vous allez avoir de la compréhension de texte. Donc, en gros, on va vous mettre un texte qui fait à peu près une demi-page et vous allez avoir 5 questions dessus, deux fois, donc deux textes avec 5 questions à chaque fois. Vous n'avez pas trop ça au concours Sésame, vous allez avoir peut-être un petit texte de 3 lignes, une question dessus, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est la seule grosse différence. Et la deuxième, enfin, c'est une des différences, pardon. La deuxième grosse différence et la dernière grosse différence, c'est que au concours Sésame, vous pouvez avoir quelques questions liées à de la culture. Donc, on peut vous poser des questions sur le Premier ministre d'un des pays du Commonwealth ou sur un événement qui s'est passé en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, dans l'année. Ok. Donc ça, vous pouvez avoir quelques questions. Vous n'avez pas du tout ça au concours Access. L'onglet du concours Access, pour moi, est plus dur pour une seule et bonne raison, c'est que vous avez énormément de questions. En fait, vous avez 1 heure pour faire 50 questions avec 4 propositions et répondre à 25 QCM. Ce qui fait qu'en fait, ils vont vous mettre question 1, on va vous mettre 4 phrases. Pour chacune des phrases, vous devez dire si chaque phrase est vraie ou si elle est fausse. Donc en fait, chaque question, c'est quatre questions en réalité. 4 phrases où il faut dire vrai-faux. Vous devez faire ça 50 fois. Plus, vous avez, dans les 50 fois, donc il y a 40 questions, donc conjugaison, verbe irrégulier, mot de liaison, faux amis, et cetera. Et vous allez avoir 10 questions, compréhension de texte. Et vous allez avoir 25 questions au format QCM, où on vous proposera 4 réponses A, B, C, D, et il faut dire quelle réponse est juste, quelle réponse est fausse. Donc ça, c'est pour le concours Access. Sachez qu'au concours Access, vous ne pouvez pas répondre au hasard aux questions, au vrai-faux, parce que quand vous vous trompez, vous avez des points négatifs. Donc si vous ne savez pas, vaut mieux ne pas répondre. Voilà. Au concours Sésame, vous allez avoir 1 heure pour faire le QCM d'anglais et le QCM de LV2, de LVB en réalité. Donc vous allez avoir 40 questions d'anglais, 40 questions de votre autre langue. Et sachez que, en gros, quand vous allez, si vous regardez les coefficients de chacune des épreuves au concours, si par exemple vous êtes bilingue en italien, vous pouvez dire ma LVA c'est italien, ma LVB c'est l'anglais. Vous ferez exactement le même test d'anglais que les autres, sauf que sur un coefficient qui est moins important euh, euh, pour les écoles. Ok. Donc vous pouvez très bien dire, je choisis comme LVA l'italien, comme LVB l'anglais. Il n'y a pas de problème. Accès, c'est que anglais. Par contre, vous êtes obligé de prendre parmi vos deux langues l'anglais est obligatoire. Une des deux langues doit être l'anglais. Vous allez avoir 40 questions format QCM, ABCD pour l'anglais, 40 questions pour votre LVB, votre LV2. Et donc, du coup, 1 heure pour faire les 80 questions. Et donc, c'est un ABCD, vous choisissez la bonne réponse. Il n'y a pas de point négatif. Donc, si vous ne savez pas, vous devez répondre au hasard. Autre détail important pour Access, on ne peut pas revenir en arrière sur les questions. Ok, que ce soit pour les langues ou enfin, pour l'anglais ou pour les maths. Deuxième matière, alors je les ai mis ensemble, j'ai réuni la synthèse de documents et l'analyse documentaire. La synthèse de documents du concours Access, c'est une épreuve en 3 heures où vous avez souvent une douzaine de documents. Ça fait à peu près entre 15 et 20 pages. Ok. Et vous avez la possibilité du coup d'avoir un brouillon, de prendre des notes. Et donc, il va falloir à la fin que vous rédigiez une synthèse de 350 mots. 350 mots, ça fait à peu près une page manuscrite. Vous pouvez faire plus ou moins 10%. Donc entre 380, non, entre 315 pardon, et 385 mots. Euh, c'est pas une épreuve de vitesse. Sincèrement, on a le temps. Moi, je trouve qu'on a le temps en 3 heures. Et c'est en ça que c'est agréable. C'est une épreuve, en fait, où il va falloir être bon sur le contenu et sur le plan. En fait, il faut que votre synthèse, elle soit, comment dire, un concentré d'informations tout en étant bien sûr très lisible. Mais en gros, aucune phrase, aucun mot ne doit être inutile. Tout doit être bien choisi. Vous devez être dans l'économie du mot. Et donc, du coup, en fait, c'est bien de prendre un temps pour se relire et pour pouvoir réécrire même la synthèse en gommant, en coupant les parties qui sont superflues. Voilà. Donc, en gros, vous devez prendre un moment pour la lecture des documents. Pendant cette lecture des documents, vous faites une prise de notes. Tous les documents vont être liés à un sujet en commun. Donc, imaginons que là, le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Tous les documents vont parler de l'intelligence artificielle. Par contre, chaque document va parler d'un aspect différent de l'intelligence artificielle. Certains documents vont se regrouper. Peut-être que les documents 2, 4, 7, 8, ça va parler des progrès techniques liés à l'intelligence artificielle. Peut-être que les documents, je ne sais pas moi, 2, 9 et 12, ça va parler des dérives de l'intelligence artificielle. Peut-être que et les autres documents, et cetera. Et donc du coup, en fait, ça va être à vous de réussir à identifier les idées, qui sont les plus importantes et à voir les points de tension, les points qui posent problème.
En fonction de ça, vous allez faire votre problématique et votre plan. Et quand vous allez faire votre plan, ce que je vous invite à faire en termes de méthodologie, c'est de réussir en fait dans votre plan, pour chacune des parties, vous mettez les 3 idées que vous allez développer et pour chacune des idées que vous allez développer, vous mettez, un exemple tiré des documents. Attention, à la synthèse de documents d'Access, vous devez mettre aucune information, aucune connaissance personnelle. Donc tout doit sortir des documents. Vous n'avez pas le droit de citer des documents, mais vous pouvez reprendre bien évidemment les exemples et tout ce qui se dit dans les documents, c'est le but. OK? Et donc à la fin, vous gardez un temps pour, rédiger, pour couper, ce qui est superflu, pour réécrire et pour vous relire. OK? L'orthographe compte, c'est pas un point super important, mais vous allez perdre 2 points si jamais vous faites trop de fautes d'orthographe, 2-3 points. OK? C'est pas impossible de passer le concours Access quand on est dyslexique, c'est juste que, voilà, ça va pas être, l'idéal pour, l'épreuve de synthèse de documents, mais c'est pas éliminatoire. Vous pouvez quand même avoir une bonne note. C'est possible d'avoir 20 à l'épreuve de synthèse de documents. Tous les ans, j'ai des étudiants qui ont 20. OK? Heu Pour l'analyse documentaire Sésame, alors, pareil, il y a une petite faute dans le slide, c'est pas la synthèse Sésame, c'est l'analyse documentaire. Il y a 3 types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. Mais d'abord, en gros, vous allez avoir un corpus de documents, comme pour le concours, Access, mais vous allez avoir plus de documents. Vous allez avoir plutôt une vingtaine de documents. OK? Ça va faire plutôt, 25 pages. Parmi les documents, vous allez avoir des illustrations, des graphes et des textes. OK? Contrairement au concours Access, les documents sont organisés au concours Sésame. Donc vous allez voir c'est quoi les grands thèmes, heu, liés au corpus de documents. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu plus lisible. Vous avez pas de brouillon pour prendre des notes. Par contre, vous pouvez prendre des notes directement sur le logiciel parce que les concours se font à distance. Et donc du coup, vous avez que 2 heures pour faire cette épreuve-là et là, la très grosse difficulté, ça va être sur la lecture rapide et la prise d'information. Il faut être super efficace sur la prise d'information parce qu'en fait, vous avez très, très peu de temps, 2 heures pour, 25-30 pages, faut être super rapide. Et donc vous avez 3 types de questions, les questions de repérage, d'analyse et de synthèse. Les questions de repérage, c'est le plus facile et c'est le plus court. Vous devez chercher en gros, on vous pose une question et l'information, elle va être écrite noir sur blanc dans un des textes. Par exemple, on va vous demander, je sais pas, quel est, je sais pas, combien un Américain a fait en moyenne de trajets en avion en 2022? Et dans un des documents, ils vont dire en 2022, un Américain moyen a fait 1,7 trajets en avion sur l'année. OK? Et donc du coup, ils vont vous proposer plusieurs réponses, vous cochez 1,7. Donc là, c'est assez facile de trouver l'information. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser des raccourcis clavier pour trouver les informations, ça serait trop beau. Mais en étant attentif et en étant méthodique, vous allez trouver les informations, mais ça vaut 0,25 ou 0,5 points ça. OK? Par question. Ensuite, vous allez avoir des questions d'analyse, c'est beaucoup plus dur. Les questions d'analyse, on va vous poser une question, on va vous proposer 5-6 réponses, entre 4 et 6 réponses en général, et il va y avoir plusieurs réponses de juste. Une ou plusieurs réponses de juste. Si vous mettez toutes les bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez une partie des bonnes réponses, vous avez une partie des points. Mais dès que vous choisissez une réponse qui est fausse, ça vous fait 0 point. Donc s'il y a 3 bonnes réponses et que vous en avez coché 4, vous avez 0 la question, même si les 3 autres étaient correctes. Et donc du coup, tout est dans la nuance et c'est assez, comment dire, assez fin, les questions d'analyse. Et enfin, vous avez les questions et ça vaut pas mal de points. Et enfin, vous avez les questions de synthèse. Contrairement au concours Access, on a rédigé la synthèse pour vous, sauf qu'il y a des trous, il faut vous trouver la bonne problématique, le titre des parties et vous complétiez la synthèse avec les mots manquants. Encore une fois, tout va être dans la nuance et il faut trouver la réponse qui va le mieux correspondre au corpus de documents. Donc ça va être pour la synthèse Sésame et donc la gestion du temps, c'est hyper important. Avoir, une bonne lecture rapide et une bonne compréhension des textes, c'est important. La prise de notes, elle se fait directement sur les documents. OK? Après, du coup, vous avez les épreuves de mathématiques. Donc pour accès à la troisième et dernière épreuve écrite, c'est l'épreuve de raisonnement logique et mathématique. C'est une épreuve de 2 heures en 3 parties, c'est l'épreuve la plus importante pour entrer à l'IEC ou l'ESCA. C'est 45 de la note. OK? Donc vous avez 3 parties, une partie raisonnement logique, une partie mathématique, une partie problème. À chaque fois 5 questions et pour chaque question, 4 propositions vrai-faux. Donc une question, pour une question, on va vous mettre un problème, on va vous mettre, 4 affirmations. Il faut dire si ces affirmations sont vraies ou fausses et donc du coup, vous avez 8 minutes par question, donc il faut à peu près prendre 2 minutes par réponse, sachant que c'est vous qui gérez votre temps. Vous n'avez pas le droit de revenir en arrière, donc la gestion du temps est super, cruciale. Et donc du coup, partie 1 raisonnement logique, partie 2 mathématiques, partie 3 problème. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un peu d'avance sur la partie raisonnement logique. En général, ça peut se faire en une demi heure.
pour avoir peut-être 50-55 minutes sur la partie mathématique. Et pour la partie problème, vous réservez 35 minutes, au moins pour le faire. OK? La partie raisonnement logique, ça va vous demander, d'utiliser, enfin de réfléchir déjà, c'est différent de ce que vous voyez au lycée, mais parfois vous allez avoir besoin d'utiliser des notions mathématiques, liées au lycée, comme, des probabilités ou, par exemple des petits bouts de fonction. OK? Mais surtout, en fait, la difficulté, ça va vraiment être de mettre en «équation de problème» entre guillemets, ou alors de comprendre, bah, comment vous pouvez travailler sur le sujet. Donc, il y a plein de méthodes que vous pouvez utiliser pour faire ça et parfois ça va au-delà du cadre, hein, de ce qui se fait, au lycée. Pour la partie mathématique, vous allez avoir 5 questions, aussi 4 propositions vrai-faux. Là, ça va vraiment être purement des maths. Ça va être lié à ce que vous faites en terminale en maths complémentaires. C'est le même programme, sauf que vous enlevez, la partie, suite. Mais, ça va être plus dur d'un point de vue calcul et d'un point de vue technique. Par contre, vous avez pas de rédaction. Vous devez juste dire si c'est vrai ou faux et donc parfois, il y a aussi des astuces pour s'en sortir sans, sans passer par la partie, comment dire? Sans faire la résolution en entier. Mais quand même, en général, vous allez devoir vous lancer dans des calculs compliqués, hein. Vous avez du brouillon, bien évidemment, pour les maths, hein. Et vous avez aussi une calculatrice qui est intégrée dans votre logiciel. Parce que le concours Access, c'est à distance aussi, comme je vous l'ai déjà dit. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie problème. Moi, je trouve que c'est une partie qui est super intéressante. En fait, ça demande aussi des compétences, de maths de terminale, sauf qu'ils vont aussi introduire des notions de maths ou d'éco, heu, de gestion, disons. Ils vont introduire des notions que vous n'êtes pas censé connaître. Et donc c'est normal que vous ne les connaissiez pas. Par contre, ils vont vous expliquer comment utiliser ces notions-là. Ils vont vous expliquer, voilà ce qu'est l'élasticité prix. Voilà, ça sert à mesurer quoi. Vous faites un différentiel, des prix, un différentiel des quantités et cetera. Vous faites un ratio et vous voyez, comment évolue le prix en fonction des quantités. Et donc ensuite, on va vous poser des questions et dans les questions qu'on va vous poser, donc une partie des questions, ça va être ça, on va vous demander de calculer une élasticité prix, on va vous demander de l'interpréter. Et donc du coup, il faut être capable sur le moment d'utiliser des notions que vous n'avez jamais vues avant. OK? Ça se travaille à fond, ça se travaille aussi, hein, d'ailleurs, enfin comme le reste, parce que en fait, il faut vous habituer. Nous, enfin, c'est ce qu'on fait, d'ailleurs pour travailler la partie problème. C'est moi le prof de raisonnement logique et mathématique, donc c'est mon domaine en particulier là. Pour travailler la partie problème, en fait, ce qu'on vous apprend, c'est pas on essaie pas de deviner ce qui va tomber le jour du concours, on essaie de vous apprendre comment réfléchir en direct et comment réutiliser une notion que vous n'êtes pas censé connaître. Et donc en s'entraînant, en fait, vous vous rendrez compte que, bah, la démarche intellectuelle, en fait, c'est toujours à peu près la même et quand vous êtes habitué à le faire, ça vous désarçonne pas du tout et vous pouvez être vraiment très performant sur les problèmes et c'est super intéressant. Donc les notions à maîtriser, du coup, je vous ai dit, c'est les notions liées aux maths complémentaires, fonction exponentielle, logarithme. Il y a aussi des statistiques et des probas. Il y a aussi de la géométrie, de la résolution d'équations avec des systèmes d'équations. Pas que à 2 équations, les systèmes, ça peut être 3 équations, 4 équations. Calcul de puissance et de racines. Et après, vous avez des notions qui sont plus liées, heu comment dire? À la partie logique, comme les diagrammes de Venn, la partie vitesse, distance, temps, et cetera. OK? Heu voilà. Donc moi, c'est une partie que j'adore, hein, c'est une partie que j'enseigne. Pour, le concours Sésame, alors j'ai mis dans la partie raisonnement Sésame, en fait, avant, il y avait une partie qui s'appelait heu, raisonnement et compétences. OK? On avait les maths, le français, la logique. Maintenant, depuis l'année dernière, on a maths, français, compétences digitales. OK? C'est à peu près le même programme, sauf en compétences digitales, c'est différent, mais c'est le format qui a changé, le nom qui a changé. J'ai gardé, la partie raisonnement j'ai appelé ça raisonnement Sésame, juste pour vous les grouper les matières ensemble, parce que c'est les matières qu'on fait de manière hebdomadaire. Maths, français, compétences digitales dans les cours, qu'on fait dans la prépa et c'est la partie raisonnement logique et mathématiques, qu'on fait en hebdo pour le concours, pour le concours Access. OK, donc je reviens sur le concours Sésame. En mathématiques, vous avez 20 questions, 40 minutes pour les faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça n'a rien à voir avec les maths de lycée, OK? Les notions, ça va pas plus loin que les notions de seconde, sincèrement. Hem, mais hem, mais c'est juste super différent. C'est comme des petits problèmes, des petits casse-têtes à faire. En réalité, c'est super amusant à faire. Enfin, moi, j'adore parce que c'est aussi moi qui donne les cours de maths, du coup, pour Sésame. Mais ça ressemble pas du tout à ce qui se fait au lycée et c'est hyper particulier. C'est comme un jeu.
Vous avez 2 minutes par question pour répondre aux questions et vous avez un programme qui est différent de ce que vous voyez au lycée et qui demande, un entraînement spécifique. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'en réalité, un étudiant de seconde qui est super bien entraîné, il pourrait être meilleur qu'un étudiant de terminale qui fait maths expert, OK? Sur cette partie-là. Mais c'est bien, on va bien utiliser des outils mathématiques, mais pour résoudre des problèmes. Et c'est super cool. Et donc, vous allez avoir de la géométrie, des probas, le taux d'intérêt, taux de variation, et cetera. Somme de nombres consécutifs, vitesse, distance, temps, rattrapage, croisement, vitesse moyenne, trajet aller-retour. La partie calcul mental n'est plus nécessaire parce que depuis l'année dernière, vous avez la calculatrice depuis cette année, vous avez la calculatrice qui est intégrée dans le logiciel. Par contre, vous n'avez plus le droit au brouillon. OK? Donc c'est hyper particulier comme épreuve, mais c'est une épreuve qui est super cool. OK? Heu Connaître les nombres premiers, ça peut être intéressant et c'est important. Connaître les puissances de 2, c'est intéressant aussi et savoir résoudre des équations, c'est aussi très utile parce que parfois vous allez avoir des petits calculs à faire, même sans les poser. OK? Mais un programme, complètement différent de ce qui se fait, de ce qui se fait au lycée et c'est bourré d'astuces pour être super rapide. OK? Et donc ça, c'est ce que j'enseigne aux étudiants, c'est je leur transmets vraiment toutes les astuces pour être hyper performants et même des étudiants qui sont moyens en maths parfois, ils peuvent être excellents sur l'épreuve de raisonnement, Sésame. Si vous avez un bon esprit logique, ça va vous aider, clairement. OK? Mais en réalité, il y a tellement de techniques qu'on peut vraiment, être performant sur cette épreuve-là. Ensuite, du coup, vous avez français compétences digitales. Français, c'est 40 questions en 30 minutes. Compétences digitales, 20 questions en 20 minutes. En français, vous avez, des questions de type grammaire, orthographe, conjugaison, avec les accords, des participes passés. Ce qui tombe hyper souvent, c'est le pluriel des couleurs et des nombres. Et des mots composés. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué en français de bien accorder des mots composés, de bien accorder des couleurs et de bien accorder les nombres et donc ça, c'est hyper intéressant et ça tombe, souvent. Vous allez avoir aussi des questions sur, les expressions de la langue française, les locutions latines, les proverbes, les figures de style et sur les courants littéraires et donc du coup, vous pouvez avoir, voilà, des questions sur, certains artistes, voilà, assez importants, certains auteurs importants, notamment qui sont au programme du bac français. Et enfin, vous avez la les compétences digitales. Les compétences digitales, c'est, lié au programme de la certification PIX que vous passez, en terminale et va y avoir, 5 grands thèmes: information et données, communication, collaboration, création de contenu, protection et sécurité, environnement numérique. Il y a un petit focus aussi sur ce qui se fait en termes de cyberharcèlement. Il y a beaucoup, de notions, d'algorithmique. Hem, donc pas mal, voilà, faut être capable de c'est des notions de code, hein, de base, hein, honnêtement, mais voilà, ça tombe. Vous allez avoir aussi, besoin de connaître, un petit peu le fonctionnement de base, d'un ordinateur, les logiciels importants, heu la différen comment fonctionne le hardware, comment fonctionne le software et bon, c'est ce qu'on voit pendant les cours, c'est hyper intéressant honnêtement et donc il y a toute une partie cours qui est assez importante avec des petits exercices d'application à chaque fois, bien sûr, bien évidemment. Beaucoup d'exercices, d'algorithmie, l'année dernière. Et enfin, la dernière matière, c'est les enjeux contemporains au concours Sésame. C'est vous avez 30 minutes pour répondre à 40 questions sur la forme du QCM. C'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Alors juste, je vais mettre en pause ma caméra, je vais allumer la lumière pour que ce soit un peu plus clair pour vous, qu'on voit mieux. OK. De retour. Et donc du coup, c'est plus agréable même pour moi. L'épreuve d'enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours et donc on regroupe ça en thèmes: histoire, géopolitique et cetera. Politique, actualité, culturelle, sciences, technologie, écologie et cetera. Et en fait, nous, ce qu'on fait pendant les cours d'enjeux contemporains, c'est qu'on donne des fiches aux étudiants avec les notions qu'ils doivent connaître. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que le prof, il va faire thème par thème, il va raconter un petit peu les actualités en essayant d'expliquer aux étudiants quels sont bah, les différents événements qui se sont produits dans l'année, les événements les plus marquants. Et au lieu d'essayer de leur faire apprendre des choses par cœur, il va leur expliquer les situations en présentant à chaque fois les protagonistes importants, expliquer comment les uns sont liés aux autres, quels sont les intérêts de chacun et pourquoi, quel est, le jeu qu'il peut y avoir entre, voilà, les différents acteurs. Et en fait, si vous arrivez à comprendre comment les acteurs interagissent entre eux, quels sont les intérêts de chacun, bah, vous pouvez répondre après à toutes les questions dessus. C'est hyper ouvert les enjeux contemporains, quand on regarde le sujet dans sa globalité. L'année dernière et il y a 2 ans, on a réussi à prédire plus de 70 des questions. C'est-à-dire on avait fait entre 75 et 80 des questions, qu'on avait vraiment traitées directement en cours. Voilà. Et il y a 20 des questions à peu près, c'est des questions parfois qu'on n'a pas pu anticiper, ou sur des épiphénomènes un peu trop petits. Mais en fait, on peut quand même, voir, une très, très grosse partie de ce qui va tomber.
Sur, Access, vous n'avez pas d'épreuves écrites à proprement parler au moment des écrits, d'enjeux contemporains ou de culture générale. Mais en fait, au moment des épreuves orales, vous allez avoir à l'ESCA une petite épreuve de culture générale et vous allez avoir au moment de l'IESEG un petit, comment dire? Une petite partie de votre entretien qui sera liée aux actualités à la culture générale, OK? Avant, il y avait une épreuve de culture générale. Voilà. Donc on a fait le tour des matières. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment on peut se préparer au concours, tout seul, déjà? Donc, je vous ai pas parlé un petit peu de comment nous on préparait les étudiants. Maintenant, je vais vous préparer de comme enfin, je vais vous parler, je vais vous expliquer, pardon, comment on peut se préparer tout seul. J'étais super long, je suis désolé. Après je réponds à vos questions. Donc du coup, pour s'entraîner, l'application du concours Sésame, c'est très bien. Du coup, ça sera concours Sésame 2025, et c'est bien l'application du concours Sésame. Alors Méline, juste, j'ai vu que vous avez levé la main. N'hésitez pas à mettre votre question dans le chat et j'y répondrai juste après. Donc vous avez, l'application concours Sésame, hem et cette application, elle est très bien. Très utile. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de questions dessus. En fait, vous allez voir quand vous faites un test de maths, il y a 10 questions dans le test de maths, vous refaites un test de maths juste après. Sur les 10 questions, il y en a 4, vous les avez déjà faites. Et ça, c'est la première fois que vous avez utilisé l'application. Donc du coup, c'est très limité, mais c'est très bien quand on est dans son lit pour s'entraîner un petit coup et faire un petit quiz. OK? Sur Access, ils ont essayé de faire une application, ils n'ont pas réussi. Et donc du coup, en fait, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est qu'ils mettent les annales en ligne et vous pouvez vous entraîner sur les annales. C'est bien les annales, mais ça a 2 défauts. Le premier défaut, c'est que, les corrigés sont pas détaillés et donc du coup, si vous avez faux, vous savez pas pourquoi et du coup, ça risque d'être très compliqué en début de préparation d'utiliser les annales. Quand vous êtes en fin de préparation et que vous êtes censé être prêt, vous pouvez faire les annales et vous allez voir où vous avez faux et normalement, vous êtes censé pas faire trop de fautes si jamais vous êtes bien préparé. Hem Autre problème avec les annales, donc deuxième problème, c'est que le programme a changé, en 2021 et donc du coup, il y a des annales qui sont aussi antérieures à 2021. Donc vous allez avoir plein d'exercices qui sont plus du tout à jour et que vous pouvez plus faire parce qu'ils sont plus au programme. Voilà et ça, ils vous le disent pas. Mais certains exercices seront réutilisables. Vous pouvez vous entraîner aussi avec des livres. Moi, je trouve que le meilleur livre, c'est le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Il y a aussi la bible du concours Sésame et la bible du concours Access. Le seul problème, c'est que je trouve qu'ils sont pas du tout à jour et donc parfois les exercices que vous allez trouver, ils sont plus du tout raccord avec ce qui se passe au concours. C'est les mêmes exercices qu'il y a depuis, 15 ans dans le manuel. Ils mettent à jour, rapidement quelques exercices quand il y a des très gros changements, mais en fait, ça correspond très peu à la réa enfin, ça correspond pas toujours à la réalité. Cependant, la partie cours, elle peut être intéressante dans ces livres-là. Et ça vous fait des exercices en plus pour vous entraîner. Mais juste, il y a toute une partie qui servira à rien. Ensuite, vous pouvez suivre aussi des comptes Insta pour vous entraîner. En anglais, BBC Learning English, je trouve que c'est pas mal pour s'entraîner, enfin apprendre quelques notions qui vont être utiles, le jour des concours. Pour les actualités, moi j'adore Hugo Décrypte. Je trouve il explique très bien l'actualité, ça peut vraiment vous aider pour suivre les actus. Pour la partie raisonnement, logique et mathématiques, sur Prépa Campus, on a plein de petits exercices avec plein de petites astuces que vous pouvez voir. Sinon, moi j'aime bien Ed Academy, c'est une autre chaîne, bah, c'est plutôt une chaîne YouTube, hein, c'est plutôt la chaîne YouTube qu'il fallait voir, où ils donnent quelques astuces, en mathématiques. C'est hyper intéressant, les profs ils sont trop bien, ils ont rien à voir avec nous, hein, honnêtement, voilà, mais je trouve que c'est bien ce qu'ils font, voilà, donc j'aime bien parler d'eux, je les aime bien, voilà. Ils me connaissent pas, mais je les aime bien. Heu et sinon, du coup, pour les étudiants de la prépa, nous, on a une plateforme qu'on met en ligne et on a tous les cours qui sont en vidéo. On a des exercices avec correction PDF et vidéo, des fiches de révision, des sujets complets, des exercices par thème. Donc, si vous voulez travailler, sur les fonctions en particulier, on a plein d'exercices sur les fonctions. Si vous voulez travailler sur les logarithmes, plein d'exercices sur les logarithmes. Si vous voulez travailler sur l'anglais, des points de grammaire en particulier, on a plein d'exercices dessus, tout corrigé et cetera, avec des corrections vidéo. Donc ça, c'est pour les étudiants de la prépa et en fait, le contenu réservé, de la plateforme, on donne accès aux étudiants qui sont boursiers à ce contenu-là pour 300 € pour un concours, 400 € pour 2 concours. En fait, l'objectif, de ça, de cette «offre-là» entre guillemets, c'est qu'un étudiant qui est boursier, il n'a pas les moyens de se payer une prépa. En réalité, c'est très compliqué de se payer une prépa, ça coûte cher et c'est un vrai désavantage par rapport aux autres étudiants et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé et donc c'est pour ça qu'on met cette offre-là qui a un prix beaucoup plus abordable et ils auront accès aussi au replay de tous les cours et à des cours enregistrés, à des exercices et tout. Ils auront accès à plein de choses. On peut pas leur faire des cours en live comme les autres étudiants parce que c'est un coût pour la prépa, bien évidemment, mais par contre, on peut, leur donner accès à un maximum d'informations pour un prix qui est, vraiment minime et réduit pour eux.
Voilà, donc ça reste un effort pour un étudiant boursier de payer 300 ou 400 €, mais c'est quelque chose qui est faisable. Voilà. Et donc si, du coup, vous souhaitez vous préparer avec nous au concours Access ou Sésame, on a, 2 offres pour Access et pour Sésame et on a aussi 2 offres pour, Sésame plus Access. En gros, les offres, elles sont comme ça. Imaginons si vous faites le concours Sésame, vous avez forcément un stage d'anglais où vous êtes 3 étudiants par cours, un stage d'analyse documentaire où vous êtes 3 étudiants par cours et le module l'enjeu contemporain. Pour la partie maths, français, compétences digitales, soit vous la faites en cours hebdomadaire avec moi et avec les autres profs d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que moi je fais juste les maths. Et donc du coup, vous avez des propositions de cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous venez quand vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez venir plusieurs fois dans la semaine. On change tous les exercices le lundi, mercredi, vendredi. Donc le mardi, c'est comme le lundi. Le jeudi, c'est comme le mercredi. Par contre, lundi, mercredi, vendredi, c'est complètement différent. Et donc du coup, vous pouvez venir plusieurs fois dans la semaine pour vous entraîner. Vous ferez plusieurs fois le programme si vous faites ça, mais vous ferez toujours des exercices différents. Et donc du coup, on fait tout le programme le lundi, on fait tout le programme le mercredi, on fait tout le programme le vendredi. Donc venir une fois par semaine, 1 heure par semaine, ça suffit pour faire tout. Mais on ne fait pas le programme dans le même ordre. Ce qui fait que si, par exemple, on travaille sur les fonctions, heu en décembre, le lundi, peut-être qu'on les fera en février le mercredi et en mars le vendredi. Et donc du coup, si vous venez 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine, bah, vous allez faire toujours des choses différentes et en fait, ça vous fera juste des révisions quand on refera les fonctions et en plus vous entraîner sur des cours sur des exercices différents. Donc du coup, vous n'aurez pas besoin de vous entraîner en dehors des cours parce que vous serez toujours accompagné, vous aurez la possibilité de, voilà, de faire quand même plusieurs fois le programme. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est la première option. La deuxième option, c'est que les mathématiques et français compétences digitales, vous le faites en stage intensif aussi pendant les vacances scolaires et vous êtes 2 ou 3 parcours. Donc si vous prenez l'option A, vous avez le stage d'anglais, l'analyse documentaire, le module enjeux contemporain et les cours hebdo. L'option B, vous avez les 3 modules, anglais, analyse documentaire, enjeux contemporains, plus maths et français en cours, en stage intensif. Pour tous les concours. Les stages intensifs, ça peut être soit en présentiel, soit à distance. En présentiel, c'est à Paris, à distance, de chez vous. 60 des étudiants font ça à distance, donc voilà, il y a pas de souci avec ça. Les cours hebdomadaires, c'est uniquement à distance, OK? Et pour les cours, c'est soit de 18 à 19, soit de 19h15 à 20h15, grosso modo, voilà, pour les cours hebdo. Donc si vous faites, Access, c'est pareil, vous avez cours du lundi au vendredi, donc une fois c'est, Access en premier, une fois c'est Sésame en premier, et ainsi de suite. Donc il y a 1 heure Access, 1 heure Sésame à chaque fois. Le lundi, le mercredi, enfin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc si vous faites ça avec l'option A, vous faites stage d'anglais, stage de synthèse, cours hebdo de raisonnement logique et mathématique. Si vous faites l'option full stage, tout en stage, vous avez stage d'anglais, stage de synthèse, stage de logique et problème, stage de mathématiques et donc du coup, en gros, un module de stage, hein, pour Sésame ou Access, c'est 1 heure et demie ou 2 heures par cours, ça dépend des matières. Les matières où vous êtes 3, c'est 2 heures par cours, les matières où vous êtes 2, c'est 1 heure et demie par cours. Donc typiquement, si vous faites Access en full stage, si vous faites tout sur la même semaine, vous faites 2 heures d'anglais, 2 heures de synthèse, 1 heure et demie de logique et problème et 1 heure et demie de mathématiques dans la journée. Vous faites 7 heures de cours dans la journée sur une semaine. Et vous avez la possibilité évidemment de dire: «Non, je répartis ça sur 2 semaines» et donc je fais, par exemple, je sais pas, anglais et logique et problème la première semaine et la deuxième semaine, je fais synthèse et mathématiques. Donc vous faites, par exemple, une partie en décembre, une partie en février et ça vous permet de répartir la charge de travail. On vous suit en dehors des cours, bien évidemment, quand vous êtes en stage et donc vous n'êtes pas abandonné, livré à vous-même et vous avez accès à notre plateforme, bien évidemment pour vous entraîner. Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Si vous faites Access plus Sésame, vous avez du coup soit la possibilité de tout faire en stage, soit la possibilité d'avoir accès aux cours hebdo et aux 3 modules de stage, anglais, analyse documentaire, synthèse. Si vous faites l'option full stage, il faut absolument répartir ça sur 2 semaines, ça ne tient pas sur une semaine. OK? Ces offres-là, c'est les offres qui ont le plus grand succès. L'année dernière, tous nos étudiants qui ont préparé Access avec nous, avec ces offres-là, ils ont eu l'IESEG ou l'ESCA ou les 2. Tous ceux qui ont préparé 50 des étudiants ont eu l'IESEG. OK? Je vous ai dit la moyenne nationale, c'est plutôt 15, nous c'était 50 qui l'ont eu. Heu, donc 100 ont eu, l'IESEG ou l'ESCA. Pour ceux qui font Sésame, on a eu tous les étudiants qui ont préparé, avec ce module-là, ils ont eu un de leurs 3 premiers choix. On limite le nombre de places pour les cours hebdo, bien évidemment. En fait, on prend, 90 étudiants pour les cours hebdo, qui il y a 5 cours dans la semaine et les étudiants peuvent venir plusieurs fois par semaine s'ils le souhaitent. En général, on est une petite vingtaine par cours. Voilà, c'est ça l'objectif, qu'on ne soit pas beaucoup plus nombreux que ça. Petite vingtaine par cours. Pour les stages intensifs aussi, on limite aussi le nombre de places parce qu'en fait, on n'a pas un nombre de profs infini et comme vous êtes que 3 par cours, quoi qu'il arrive, bah,
Au bout d'un moment, bah, on a juste plus de place, quoi. OK? Sur les cours hebdo, on a déjà, à peu près 45 inscrits, enfin 50 inscrits pour Sésame et 40-45 inscrits pour Access. OK? Donc il reste encore des places avec, cette formule, là, bien évidemment. Donc admissible ou remboursé, si vous n'avez pas un de vos 3 premiers choix pour Access, enfin donc une des 3 écoles ou un des 5 premiers choix pour Sésame, c'est vous qui décidez c'est quoi vos choix. On vous rembourse tout, seule condition de venir en cours une fois par semaine. Si vous souhaitez, enfin, du coup, il y a des cours personnalisés. Si vous avez des difficultés sur les cours hebdomadaires, notamment en mathématiques, vous pouvez me le dire et je vous fais des petits cours gratuits. Je vous prends en individuel sur 1 heure, ponctuellement, pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. OK? À partir du moment où vous faites partie de la prépa, c'est notre responsabilité que vous réussissiez et nous, on fait tous les petits extra steps pour être sûr que vous réussissiez. Et donc du coup, le suivi d'ailleurs, toute l'année, il va être fait et donc du coup, on va tenir, informer les parents des points importants, les étapes importantes de la préparation de l'étudiant et typiquement, par exemple, après la période de stage, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour que je vous explique comment s'est passé le stage et ce que je vous conseille de faire matière par matière pour, pour, heu, bah, continuer de progresser. OK? Donc vous allez avoir rendez-vous soit avec moi, soit avec vos profs, c'est vous qui décidez et en fait, on va moi les profs, ils me disent comment ça s'est passé pour chaque étudiant et je vous dis concrètement comment ça s'est passé à l'étudiant, aux parents et je vous donne des exercices spécifiques pour vous continuer à progresser après le stage. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, de toute façon, je vais y répondre tout de suite. Ce que disent nos étudiants de nous, quand même, j'en suis super fier. On a, je crois, 95 ou 96 avis Google, que des 5 sur 5. Là, les avis que je vous ai mis, c'est les derniers avis. C'est juste que, je crois qu'il y a pas les 2 derniers avis parce que, bah, les gens, ils ont ajouté des avis il y a pas longtemps et j'ai pas remis à jour la slide. Mais c'est vraiment les derniers avis, et donc je les ai pas sélectionnés. J'ai pas pris les meilleurs avis, j'ai pris juste les derniers, voilà. Hem donc tous les étudiants qui ont pris les formules régularité, ou full stage ont eu un de leurs 3 premiers choix en 2024. Voilà, donc juste écrivez prépa campus sur Google, allez sur avis et voilà. C'est ce qui fait le plus plaisir, c'est quand vous voyez, voilà, tous ces avis. Donc voilà, je vous remercie, d'avoir, suivi cette conférence. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, Yann demande: «Que valent les autres écoles de Sésame telles que Bibi et Grenoble ou La Rochelle, Paris School of Business, ESCE, IPAG?» Alors, Bibi et Grenoble et La Rochelle, c'est des bonnes petites écoles, moi je trouve. Je trouve pas que ça soit excellent, c'est pas du tout le top, mais c'est des écoles qui sont sérieuses, mais qui sont pas, d'un top niveau, voilà. Par contre, pour PSB, donc Paris School of Business, ESCE, IPAG, alors je vais commencer par Paris School of Business, ils prennent tout le monde, OK, et ils travaillent pas. Et c'est la fête, c'est bien, mais en fait, vous allez payer 10 000 € l'année pour, pas grand-chose. Moi, je trouve, c'est une école que je recommande pas du tout, OK? Après, il y a des étudiants qui font des très belles choses après PSB parce qu'en fait, ils sont bons et ils sont motivés. Mais, si vous mettez les mains dans les poches, vous aurez votre diplôme à la fin, c'est pareil. Le SCE, l'IPAG, c'est des écoles honnêtement qui sont pas très sélectives non plus. Pareil, il y a la possibilité de faire des choses quand même quand on est dedans, mais c'est pas les écoles que moi je vise avec mes étudiants quand je prépare les concours, j'attends mieux de enfin, je vise plus haut pour mes étudiants. Pour moi, si on n'a pas une des meilleures écoles, je suis déçu et donc quand on a l'EM Normandie et l'ESCE et l'IPAG, on prend l'EM Normandie tous les jours, en fait. Il y a juste zéro débat, OK? Et l'EM Normandie, ils ont un campus à Paris, donc vous prenez, l'EM Normandie, campus Paris et voilà. Et donc du coup, nous, c'est ce qu'on va vraiment viser et donc c'est ce que j'attends de mes étudiants. En vrai, heu PSB, ESCE, IPAG, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Alors, quel dossier monter pour l'ESCP et les DEC? Faire partie d'une asso est-il bénéfique pour le dossier? Niveau d'anglais demandé. OK, très bonne question. Dans les Je vais pas me faire des amis là, avec ce que je vais dire. Mais après, c'est mon avis, voilà. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, ça reste un avis, personnel, mais qui est quand même documenté sur ce que me disent les élèves. Moi, je trouve que le bachelor de l'ESCP, ils sont très forts en marketing, mais je le trouve surcoté. Pourquoi? En gros, c'est un bachelor qui est très sexy parce qu'il est très international. Et vous allez faire une année à Paris, une année à Madrid, une année à Londres ou je sais pas où et c'est génial, on s'éclate. OK? Les profs sont bien, les campus sont bien,
C'est un environnement qui est très international et donc avec des gens très ouverts d'esprit, ça c'est vrai, et donc du coup, avoir un bon niveau d'anglais, c'est important. C'est requis pour entrer au BBA au bachelor de l'ESCP. Maintenant, je trouve que le niveau académique, il est un peu faiblard. OK? Donc le bachelor de l'ESCP, je le mets derrière, tous les jours, derrière le BBA de l'EDEC, derrière, même derrière je le mettrais derrière le Normandie sans problème. OK? Derrière l'ESCA. Maintenant, hem, l'EDEC, c'est pas pareil. L'EDEC, c'est vraiment un très bon BBA, très sérieux, ça travaille très bien et j'aime beaucoup ce programme-là. Voilà. Vous postulez sur dossier, en fait, vous avez le choix entre le track francophone ou le track anglophone. Si vous faites le track anglophone, avec le truc avec, pardon, le truc, comment je parle? Je commence à fatiguer, excusez-moi. Avec, du coup, le programme en anglais, là, il faut avoir plutôt un bon niveau d'anglais quand même, OK? Il faut avoir un solide B2, pour pouvoir le faire. Même si vous avez un peu mieux, c'est apprécié, OK? Il faut faire même un petit test d'anglais d'ailleurs pour ça. Sinon, si vous faites le programme francophone, votre niveau d'anglais ne va pas bloquer. Faire partie d'une association, c'est toujours bénéfique pour votre dossier, ça va surtout vous servir au moment des entretiens, mais pour le SCP et pour les DEX, ça va être un plus. OK? Pour Sésame et Access, ça va être bien pour l'entretien, mais ça va pas être hyper important. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Hem Oui, beaucoup de gens me disent: «Ah bah, je trouve ça fait bien dans mon dossier de passer l'IELTS ou de passer le TOEFL ou le TOEIC, comme ça je peux montrer mon niveau aux écoles, je peux montrer que je suis motivé». Si vous passez le concours Access ou Sésame, ils vous font déjà un test d'anglais dans le concours, ça sert à rien d'avoir le TOEIC ou l'IELTS ou quoi d'autre. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Pour, les DEC ou pour le SCP, ça peut vous être utile, OK? En programme anglophone. Donc Caroline me demande: «Bonjour Johan, pourquoi pour Sésame c'est plus cher?» Merci. En fait, c'est plus cher pour Sésame parce que vous avez le module d'enjeux contemporains en plus. Donc vous avez un module en plus, c'est 8 cours d'1 h 30, qui sont les dimanches soirs de 18 h à 19 h 30 entre janvier et mars, donc juste avant le concours et du coup, c'est un module en plus et ce qui fait que c'est un tout petit peu plus cher. Enfin, c'est un petit peu plus cher. OK? C'est juste, à cause de ce module-là et du coup, Caroline me demande aussi: «Qu'est-ce que vous pensez de Catch Marseille?» Et donc Catch Marseille, Kedge, en fait, j'ai un petit problème avec Kedge, c'est que c'est possible de se planquer, en fait, et de rien faire. Et ça, donc si vous travaillez, ça va être intéressant. Mais si vous voulez rien faire, et il y a plein d'étudiants qui font rien, malheureusement, bah, dans ce cas-là, ça va quand même, vous avez passé les années, ça va aller. Sauf que quand vous faites un BBA, après, il faut faire une 5e année quand même. Et voilà, c'est dommage, voilà, vous payez 10 000 à 12 000 € l'année. Ça me gêne un peu quand on n'est pas obligé de travailler, en fait, parce qu'on est quand même là pour ça. Vous pouvez pas vous cacher à l'ESSEC, à l'EM Lyon, à l'EDEC ou à l'EM Normandie. Il faut vous travailler. Pareil pour l'IESEG et pour l'ESCA. Cage, c'est pas obligatoire. OK? Quelles écoles recommandez-vous dans l'académie d'Aix-Marseille? Vers Aix-Marseille, il y a l'ESCA, qui a un campus. Hem, Sinon, il y a Kedge, hein. Il y a pas beaucoup d'écoles, hein, malheureusement. Il y a l'EDEC qui a un campus à Nice. Il y a, il y a pas 1000 écoles. Vous pouvez regarder, sur le site de Césame, en fait, vous pouvez télécharger la brochure et ils vous disent, où sont tous les campus. OK? Et là, vous allez pouvoir avoir la réponse un peu plus détaillée. Mais voilà, OK. Bonsoir, que vous pensez-vous de l'EMLV? L'EMLV, j'en pense plutôt du bien, en réalité. C'est pas l'école la plus cotée du concours Sésame, mais c'est une école qui est assez intéressante. Ils ont un parcours en plus, pour les sportifs de haut niveau, donc il y a pas mal de sportifs, en fait, qui choisissent l'EMLV. C'est une école qui honnêtement, qui est sérieuse et qui s'est démarquée. En fait, il y a une quinzaine d'années, on pouvait comparer il y a 20 ans, allez, on pouvait comparer l'EMLV à PSB. Aujourd'hui, plus du tout, quoi. Franchement, aucun rapport. L'EMLV, c'est très sérieux, c'est bien et c'est une école qui attire aussi des talents donc j'en pense du bien. Moi, je préfère, EM Normandie, ESCA, IESEG, mais si vous choisissez l'EMLV par rapport à l'EM Normandie ou par rapport à l'ESCA, c'est pas n'importe quoi. Par rapport à l'IESEG, c'est quand même dommage, mais voilà. Donc c'est une école, qui est sérieuse. Voilà. Voilà ce que j'en pense. J'aime bien, j'aime bien. Je suis pas fan de l'EMLV, mais j'aime bien. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors pour les SDM, je pense que c'est un programme qui, qui est moins intéressant. Ok. Et donc du coup, en fait, si vous voulez faire des bonnes études de commerce, en réalité, c'est Access Sésame EDEC, bachelor de l'ESCP à la limite. Et, et après, bonne fac, c'est possible aussi dans une bonne fac. C'est juste que vous aurez beaucoup de cours en amphi, ce sera différent. Et vous avez quelques IUT qui peuvent être pas mal, les meilleurs IUT. Voilà. Et Adèle demande quel campus est le mieux pour l'IESEG? Bah, le meilleur campus pour l'IESEG, c'est celui que vous choisissez. En fait, le campus de Lille il est un peu plus développé que celui de Paris, mais le campus de Paris est très bien, il est très grand. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez en passant sur le campus de Paris. Donc, prenez le campus qui vous arrange le plus. La vie associative est un peu plus, enfin, est plus dynamique à Lille. Voilà, il y a plus de choses à Lille, mais le campus de Paris est bien aussi. Franchement, il est dynamique, donc il est intéressant. Ok. Donc j'en profite en fait pour vous dire voilà, que si jamais vous êtes intéressé par nos préparations, sachez que ça sera moi votre point de contact auprès de la prépa. Donc, évidemment, comme on fait des cours en petit comité pour les stages intensifs, c'est ces profs-là qui vous suivront après les stages si vous avez des questions, si vous avez des synthèses à corriger, etc. Pour la partie mathématiques, ce sera moi votre référent. Et si vous avez des questions sur les concours, ça va être moi votre référent aussi. Ok. Le nombre de places est aussi limité parce qu'on ne peut pas suivre un nombre infini d'élèves. Et de toute façon, on est limité par la taille des groupes qu'on fait. Euh, mais donc, du coup, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, bah, vous pouvez me contacter directement via le numéro là, qui est en bas, hein, 06 19 34 46 84. Je vous le remets dans le chat. Si vous souhaitez vous inscrire ou en savoir plus, enfin, si vous souhaitez vous inscrire, vous êtes obligé de passer par la partie téléphone avec moi. En gros, on est une prépa à taille humaine et moi, j'ai envie de connaître tous les élèves et je vais être sûr d'avoir des élèves motivés dans la prépa pour avoir des bons résultats et pour bien travailler. Du coup, c'est impossible de s'inscrire en ligne. Il faut absolument passer par moi et après, c'est moi qui vous envoie le formulaire d'inscription. Une fois que j'ai discuté soit avec les parents, soit avec l'étudiant, l'un ou l'autre, ça me suffit. Et en fait, une fois que j'ai bien expliqué voilà, ce que j'attends des étudiants et que j'ai bien compris quel est le profil de l'étudiant et je vois bien que ça correspond à ce que l'étudiant veut faire. Une fois qu'on est raccord sur ça, qu'on a discuté, que voilà, on voit qu'on est bon, moi j'ai un avis, enfin voilà, je sais que c'est OK et je sais que je vais pouvoir bien vous préparer, bien travailler avec vous. OK? Donc, obligé de passer par la partie téléphonique. Si vous souhaitez en discuter directement avec moi, je vais rester joignable là, pendant une demi-heure. OK? Donc, vous pouvez m'envoyer un SMS et je vous rappelle dès que je peux pour discuter directement avec vous. Et si vous voulez en discuter avec famille, enfants, parents, etc., vous avez bah, du coup la possibilité d'en discuter et vous me recontactez. Vous pouvez m'envoyer un mail ce week-end ou un SMS et je vous rappellerai en début de semaine prochaine. OK? Lundi ou mardi. Lundi, j'ai déjà beaucoup de rendez-vous de prévus avec des étudiants. Donc si je ne vous appelle pas lundi et que je vous rappelle mardi, il n'y a pas de problème. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, au pire, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail et me poser vos questions ou m'appeler. Je vous réponds, bien évidemment. Sachez que si vous ne faites pas partie de la prépa et que vous avez des questions, ne vous gênez pas pour m'appeler. C'est 100%, ça fait 100% partie de mon métier de répondre aux questions de tout le monde. OK? Donc, je sais très bien qu'il y a des étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer une prépa. Encore une fois, on a une offre pour eux. On a une offre pour eux. Mais même si ça, c'est trop cher ou même si, voilà, je prends le temps de répondre aux questions de tout le monde. Et autant que vous voulez, une grosse partie de mon travail, c'est aussi d'informer les gens. Et si on n'est pas là pour vous informer, on ne sert à rien. Donc, je n'ai pas envie de servir à rien. J'ai envie d'être utile. Voilà. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et donc voilà, je reste joignable une petite demi-heure et après, sinon, on se rappelle. Je vous rappellerai soit ce week-end, soit plus probablement lundi. OK? Pour ceux qui ont des questions. Je vous enverrai quand même le replay de la conférence dès demain. Voilà. Bonne soirée.